Bonsoir à tous, bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 23 septembre. L'état de siège, 16 mois après sa mise en place, la mesure exceptionnelle fait l'objet d'une évaluation profonde. Le Premier ministre en mission en Ituri et au Nord Kivu a présidé le Conseil provincial de sécurité. À la une également, les questions environnementales sont au cœur des enjeux du futur. Le président Félix Tshisekedi les a évoquées à l'Assemblée générale des Nations Unies. La RDC s'y est présentée comme pays solution, mais cette formule n'est-elle pas devenue au finish un slogan creux? Un invité dans ce journal, Dieudonné Boinali. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick Ilunga, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Voilà, vous êtes journaliste ici à Géopolis Forum. Vous suivez entre autres les questions environnementales. Vous allez nous éclairer sur des questions touchant ces secteurs. À tout à l'heure. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un entretien avec le Premier ministre belge Alexander De Croo en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux personnalités et les membres de leur délégation restreinte ont abordé les sujets d'intérêt commun tels que la coopération bilatérale RDC-Belgique. Suivez. La présidence de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et le Premier ministre belge Alexandre De Croo ont échangé sur plusieurs questions, notamment la situation sécuritaire à l'est du Congo. Alexandre De Croo a exprimé clairement son avis sur la mission des Nations Unies au Congo. Pour lui, la MONUSCO doit être changée par une autre mission car, dit-il, cette mission a échoué dans la protection de la population dans l'est de la République démocratique du Congo. Une mission doit protéger le peuple et veiller à ce que les conflits armés cessent et la MONUSCO n'a pas l'infrastructure et le mandat adéquat pour ce faire, a déclaré le Premier ministre belge. Selon le journal belge Le Soir, la rencontre entre le président congolais et le Premier ministre belge, qui s'est élargie à leurs collaborateurs, a servi de cadre pour traiter d'autres questions. Bien avant la réunion entre ces hommes d'État, Alexandre De Croo a fait part à la presse belge de son inquiétude sur la situation en général en République démocratique du Congo qui, selon lui, n'a pas fait beaucoup de progrès au niveau de l'état de droit, de la lutte contre la corruption et au niveau du développement en général. Toujours selon le journal Le Soir, le Premier ministre belge a laissé entendre que pour la Belgique, la priorité en RDC, c'est des élections transparentes. La RDC et la Belgique vont intensifier la coopération, notamment dans le domaine culturel. C'est ce qu'a annoncé Pierre-Yves Jollet, le ministre-président de la région bruxelloise, l'a dit à l'occasion de grandes activités culturelles au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Enoch Issei. MONUSCO doit être changé par une autre mission. C'est au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa que s'est tenue une conférence de presse axée sur la coopération entre la Belgique et la RDC. Le porte-étendard de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur le ministre-président Pierre-Yves Jollet, a au cours de ses assises précisé que cette coopération prendra en compte les questions culturelles, l'éducation, mais aussi sportives de la République démocratique du Congo. Du point de vue culturel, la Belgique voudrait promouvoir la musique congolaise, surtout avec la reconnaissance de la rumba congolaise comme un des patrimoines culturels mondiaux. Cette coopération avec Madame la ministre de Culture congolaise, indique-t-il, consistera à accompagner le musicien congolais tant dans leur production que dans leur diffusion. Et aussi, ajoute-t-il, il serait question de soigner l'image de musiciens congolais qui, aujourd'hui, la plupart ont du mal à être produits extérieurement et à livrer des concerts à l'étranger. De l'autre côté, cette coopération dans son angle éducatif consistera au renforcement du niveau des enseignants congolais, d'une discussion déjà conclue avec le ministre congolais de tutelle. Par ailleurs, il a épinglé également la question liée aux infrastructures sportives, surtout le soutien que la Fédération de Wallonie-Bruxelles voudrait apporter à l'organisation des Jeux de la francophonie. Au total, 18 projets ont été définis avec l'État congolais par le biais du ministre des Affaires étrangères afin que la RDC profite du soutien de son colon, la Belgique. Et puis, je le disais en titre, suivi et évaluation de l'état de siège après la province de l'Ituri, le Premier ministre Sama Lukonde a atterri à Goma pour poursuivre la mission dans la province du Nord Kivu.
À la tête d'une importante délégation, le chef du gouvernement a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité qui a vu aussi la participation des députés nationaux, membres de la Commission défense et sécurité. Fiston Oleko et Orman Monsantou. L'étape du Nord Kivu est particulière pour cette mission gouvernementale que conduit le chef du gouvernement Sama Lukonde, car quelques-unes de ces localités sont occupées par le M23, soutenu par le Rwanda, notamment la cité de Bunagana. Le Premier ministre a présidé le Conseil provincial de sécurité au Nord Kivu à Goma, quelques heures après avoir été accueilli par le gouverneur militaire de la dite province, le général Constant Ndima. Cette réunion du Conseil provincial de sécurité était élargie aux députés nationaux, membres de la Commission défense et sécurité. Quelques membres du gouvernement et les responsables nationaux des forces de défense et de sécurité y ont pris aussi part. Au centre de cette rencontre, il y avait les questions essentiellement sécuritaires de la province du Nord Kivu sous état de siège. Il est vrai que rien n'a filtré de cette réunion de sécurité. En revanche, à sa descente d'avion, le Premier ministre a donné les grandes lignes de son déplacement. Bon, tout d'abord, je voudrais dire effectivement que depuis avant-hier, nous avons entamé une mission ici dans le cadre de l'évaluation des sièges. Nous avons commencé à Bunia, nous avons été avec toutes les forces vives après un conseil de sécurité. Et ici, dans la suite de ce travail d'évaluation, car comme vous le savez, selon la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine. Après Ituri, c'est la province du Nord Kivu qui constitue le point de chute de cette mission conduite par Sama Lukonde. Une mission entamée depuis le mercredi 21 septembre à Bunia, les deux provinces étant sous état de siège depuis mai 2021. Lancement à la primature des travaux de la commission interministérielle chargée de fixer les avantages sociaux des mandataires de l'État dans les établissements et entreprises publiques. Ces travaux ont été ouverts par Gaspard Ngondankoy, directeur de cabinet du Premier ministre. Les assises ainsi lancées se chargent d'établir définitivement les avantages sociaux des agents de l'État. Fiston Oleko pour le commentaire. Dans le fonctionnement des établissements de l'État, une absence criante dans la législation dans l'octroi et dans la fixation des rémunérations, primes et autres avantages sociaux des mandataires publics dans les entreprises publiques. Ainsi, pour combler ce vide dans l'impact des effets négatifs ces récents, le chef du gouvernement a institué au sein de son cabinet une commission interministérielle chargée d'examiner cette question récurrente. L'objectif est de fixer définitivement les avantages sociaux des mandataires de l'État dans les établissements publics. Le directeur des cabinets du chef du gouvernement qui a lancé ces travaux, Paul Gaspard Ngondankoy, revient ici sur le pourquoi de ces travaux. Il était temps pour le chef du gouvernement d'apporter des correctifs nécessaires et des solutions idoines à ce problème qui est devenu récurrent, afin de permettre d'une part aux concernés d'exercer avec quiétude leur mandat, de connaître l'étendue et les limites de leurs droits et de se comporter conséquemment, et d'autre part, à l'État propriétaire de ces unités de production d'être en mesure d'en assurer le contrôle et de sévir en cas d'abus constaté. Parce que les entreprises publiques ne présentent pas toutes les mêmes caractéristiques, la situation de chacune d'entre elles sera traitée au cas par cas. Votre situation sera examinée dans cette commission au cas par cas, sous base des propositions formulées par vos ministres de tutelle respectifs, en tenant compte notamment des paramètres ci-après. Le chiffre d'affaires de chaque établissement public, la trésorerie de chaque établissement public, ses charges du personnel, l'excédent budgétaire éventuel, ainsi que les investissements en fonds propres qui sont prévus. Cette commission dite interministérielle est composée de délégués ou experts de la primature, les délégués des ministères sectoriels, les délégués de l'inspection générale des finances, le conseil supérieur du portefeuille, les directeurs généraux des établissements publics. La République démocratique du Congo attend toujours un financement équitable de la part des pays pollueurs en échange des services immenses rendus par ces forêts à l'humanité. Ces propos ont été tenus par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba lors de la réunion sur le changement climatique tenue à Dakar au Sénégal. Dieudonné Bonali.
La République démocratique du Congo attend toujours un financement équitable de la part des pays pollueurs en échange de services immenses rendus par ces forêts à l'humanité. Propos tenus par la patronne de l'environnement lors de la récente réunion de Dakar du groupe de négociateurs des pays les moins avancés qui rassemble les 46 pays en développement, dont la RDC. Mais qu'en est-il des enjeux des assises de Kinshasa prévues en octobre prochain? Les enjeux au niveau de la PRECOP sont des enjeux mondiaux, n'est-ce pas? Ça concerne la planète tout entière, parce que la problématique du climat, c'est une problématique humanitaire, donc qui concerne toute l'humanité. Alors, au niveau des pays comme le nôtre, PMA, c'est de devoir inscrire certaines questions prioritaires importantes à l'ordre du jour. Et les questions, vous les avez entendues, le perte et préjudice, c'est la continuité d'ailleurs de la COP 26, la justice climatique. Comment protéger la planète sans donner une alternative aux milliers d'Africains, dont des Congolais, qui brûlent les forêts en permanence pour pratiquer la jachère, chercher les bois de cuisson et fabriquer de la braise? Les gouvernements africains, et notamment les gouvernements des PMA, des pays les moins avancés à travers le monde, sont obligés d'utiliser à bon escient, de transformer le potentiel qu'ils ont dans leur pays, les transformer en richesses qui vont amener au développement. Il y a par exemple l'exploitation de l'énergie, parce que pour protéger les forêts, en ce qui nous concerne, la meilleure stratégie de protéger les forêts est élargir la desserte en électricité. Donc, lorsque vous avez l'électricité, vous donnez l'alternative à l'énergie de bois. Dans la foulée, la VPM F. Bazaïba a plaidé pour l'unicité du prix de la tonne de carbone entre les pays du Nord et du Sud. Dieudonné Boinali, nous vous retrouvons. Je rappelle que c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Quand vous dites par exemple justice climatique, il s'agit de quoi? Que doit-on comprendre par ce concept? Permettez-moi d'abord de rappeler que le concept de pays solution est sorti pour la première fois de la bouche du président Félix Tshisekedi lors de la COP 26. Lorsqu'on parle de justice climatique, les autorités congolaises ont constaté que pour les 100 milliards de dollars qui ont été promis par les pays riches, les pays nantis, ou plus exactement les pays pollueurs, ils ont promis 100 milliards de dollars par an en guise de compensation aux pays qui disposent des forêts primaires, telles que le Brésil et la RDC. Mais dans la répartition de cette manne financière climatique, on a constaté qu'il y avait une certaine injustice climatique. Je vous donne un exemple. Pour les pays qui disposent des forêts primaires, le Brésil, la République démocratique du Congo, les Congo-Brazza, le Gabon, le Cameroun et d'autres pays du monde, on fixe une tonne de dioxyde de carbone absorbée par toutes ces forêts citées à 5 $ américains, ce qui représente au taux actuel en francs congolais de 10 000 francs congolais ou 11 000 francs congolais, selon les taux de la Banque centrale ou les taux parallèles. Mais pour les pays qui ne disposent pas de forêts, qui ont des forêts artificielles, ou soit des forêts qui sont des pays qui sont à moitié semi-désertiques comme l'Afrique du Sud, on fixe les tarifs pour une tonne de dioxyde de carbone absorbé à raison de 8 $ à 20 $ par la tonne. C'est de l'injustice. Et puis, en termes de compensation, vous avez suivi que l'Union européenne s'est réunie avec les États-Unis d'Amérique pour dégager un budget de 8,5 milliards de dollars américains en guise de compensation dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais un pays comme la RDC, on tarde à décaisser ne fût-ce qu'1 milliard de dollars. Voilà pourquoi la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, ne cesse de dire que les pays pollueurs n'ont pas tenu leurs promesses. Et c'est le sentiment général qui se dégage autour de cette question. Voilà, vous avez encore la parole, mais
Pour expliquer un petit peu l'équation, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des pays qui, par leur activité industrielle, émettent dioxyde de carbone dans l'environnement, qui détruit l'environnement et qui réchauffe la planète. Et il y a des pays qui ont des forêts qui absorbent ces dioxydes. C'est ces dioxydes de carbone, exactement. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'il y a un lobbying pour avoir particulièrement ces fonds? Parce qu'il y a une sorte de disproportion, si j'ai bien compris la vice-première ministre, mais on a vu par exemple que lors de COP26, si ma mémoire ne me trompe pas, le Gabon a semblé avoir, je crois, plus de fonds que la RDC, en promesse en tout cas. Est-ce qu'il y a des lobbying pour capter ces fonds-là, par exemple? Voilà les problèmes. La RDC, par exemple, absorbe selon les statistiques, 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. Oui. Un chiffre qui est supérieur à ce qu'absorbe le Gabon ou le Cameroun. Mais dans la répartition de ces fonds, les Gabon, les Cameroun vont toucher plus que la RDC. Je vous ai parlé de 5 $. Quand vous prenez les 5 $, les minimum, pour chaque tonne de dioxyde de carbone absorbé, vous multipliez par 1,2 milliard de dollars, vous avez plus ou moins 6 milliards de dollars sur l'enveloppe globale de 100 milliards par an que les pays riches pollueurs vont donner aux pays en développement qui sont moins pollueurs ou bien qui ne polluent pas l'environnement. C'est ça où se trouvent les problèmes. Voilà pourquoi plusieurs langues se délient et puis beaucoup de gens, surtout les membres de la société civile, demande qu'on puisse faire un lobbying au niveau national et international pour qu'on puisse un peu rectifier ces choses. Sinon, c'est de l'injustice climatique. On cherche à résoudre un problème qui se pose dans notre planète en créant d'autres problèmes. C'est-à-dire, vous nous demandez à nous de ne pas couper notre bois, de demander à la population, dont la majorité c'est une population rurale, qui vit de ces forêts. Vous nous demandez, nous, gouvernement de la République démocratique du Congo et sa population, de ne pas couper les bois, mais en échange, vous ne nous donnez rien. Et pourtant, si on ne coupe pas les bois ou nos forêts, on ne brille pas nos forêts pour les transformer en jachères, c'est-à-dire reposer les terres pendant un certain moment donné, avec l'arrivée de la saison des pluies, et la terre se reconstitue, et puis quand vous faites l'agriculture, vous avez des bonnes récoltes. Mais ça a un prix. Ces populations-là ne vivent que de la forêt. Leur vie tourne autour de l'économie forestière. Mais comment on va les empêcher de vivre de leur forêt sans compensation? À la place de la braise, nous devons leur donner de l'électricité. Ça peut être par des centrales hydroélectriques, soit l'énergie solaire. Mais pour construire des centrales hydroélectriques ou bien des centrales fonctionnant à base de l'énergie solaire, ça demande beaucoup de moyens. Ce sont des millions de dollars que la plupart des États qui disposent des forêts primaires n'ont pas. Voilà en fait la question. Voilà, Dieudonné Boinali, on a tous suivi le président de la République à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est vrai que son discours a été beaucoup plus commenté dans le sens de questions sécuritaires, mais le chef de l'État a aussi relevé les questions environnementales. Il a présenté, comme il y a déjà quelques mois, le Congo est présenté et le chef de l'État a présenté le Congo comme pays solution. Mais où en est-on avec ce concept? Est-ce qu'il y a des retombées qui arrivent? Parce que vous avez un peu expliqué ça. Mais est-ce que cette formule n'est pas devenue un slogan creux finalement? Ce n'est pas un slogan, mais c'est l'argent. L'argent des pays riches et des pays pollueurs. Cet argent sommeille dans des banques. Il y a une partie de cet argent, c'est à mobiliser. Vous avez entendu parler de la mobilisation internationale des pays pollueurs. Ils sont au nombre de 20. Et ces pays font partie du G20. C'est à ces pays-là de mobiliser de l'argent. Dans les pays industrialisés. Vous avez, comme tête de peloton, vous avez les États-Unis, vous avez la Chine, vous avez l'Allemagne. Et malheureusement, l'Allemagne a reculé parce que la Russie ne vend plus le pétrole et le gaz en Europe. L'Allemagne a fait marche en arrière. L'Allemagne va maintenant redémarrer les machines pour exploiter le charbon, ce qui va encore accentuer les problèmes du réchauffement climatique. À propos du président de la République, lui qui a